Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter et nous raconter l'histoire du coup de ton coming out? Tu peux prendre d'où tu veux, là où tu es à l'aise en tout cas, et on t'écoute. Ok. Je m'appelle Marie-Clémence, j'ai 36 ans et je viens d'une famille bourgeoise, catholique, traditionnelle. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez imaginer de plus caricatural, j'en suis. Une famille où on allait à la messe tous les dimanches, je faisais du scoutisme, j'étais dans une école privée catholique avec des religieuses, un uniforme, etc. Donc j'ai grandi dans un monde où, très hétéronormé, où en fait il n'y avait pas de plan B. J'entendais pas forcément des propos homophobes à la maison, j'ai jamais entendu de discours très agressifs, mais il y avait quand même quelque chose de l'ordre du non-dit dans cette famille-là, dans ces familles-là d'ailleurs, parce que déjà le sujet de la sexualité est un sujet complètement tabou. Donc parler d'homosexualité ou de transidentité, etc., c'est carrément impossible. Donc j'ai grandi avec peu d'images, pas de représentation, et en me disant tout simplement que ma vie me convenait, que j'étais très heureuse, et c'est vrai, même avec le recul, j'étais heureuse et je ne remets pas en question du tout cet univers-là dans lequel j'ai grandi, avec un papa, une maman, des frères et sœurs. Mais j'avais aucune représentation et on m'ouvrait pas le champ des possibles. Voilà. Donc j'avais très envie de reproduire ça. Et je me suis toujours dit, quand j'étais petite, je dessinais ma vie future idéale, j'adore planifier, et donc je dessinais ma vie avec un mari, des enfants, une maison, un chien, etc. Et tout était hyper clair dans ma tête. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé au départ, et j'étais bien partie pour reproduire tout ça. Puisque j'ai toujours fréquenté des garçons. Enfin, j'étais pas forcément intéressée par les relations amoureuses d'ailleurs. Je rêvais de rencontrer le grand amour, mais contrairement à mes copines, copains qui sortaient ensemble au collège, au lycée, où il y avait tout le temps des histoires, etc., moi je me sentais pas attirée par tout ça. Mais je sentais qu'il allait falloir que je sois intéressée par tout ça quand même, quoi. Voilà, je sentais que c'était un peu un passage obligatoire. Et à 17 ans, je rencontre un garçon, un copain de classe, et on tombe amoureux l'un de l'autre. Et vraiment, ça a été une évidence. Et encore aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'ai été très amoureuse de lui et je remets pas tout ça en question. Au contraire, je l'ai vraiment aimé. Et pour moi, c'était l'homme parfait, en fait. C'était le bon. Ça y est, je l'avais trouvé plus tôt que prévu, mais voilà, trop bien. Et on est restés 5 ans ensemble. Pendant 5 ans, on avait une vie amoureuse hyper cool. En fait, nos parents s'entendaient super bien. Ils allaient à la messe ensemble le dimanche. Je connaissais sa famille, il connaissait la mienne. Et puis, on avait pour projet de se marier, d'avoir des enfants. On était engagés, pas fiancés officiellement, mais en fait, tout comme. Et puis, moi, tout se déroulait absolument comme prévu. Il était parfait. Il l'est certainement toujours, hein, le pauvre. Mais en fait, en 2008, je dois faire un stage dans une boîte à Paris. Je fais des études dans les métiers de la culture. Et je dois faire un stage et je trouve une boîte qui s'occupe à l'époque du public sur les émissions de télé. Donc je plonge d'un coup comme ça dans le monde de la télé, dans le milieu de la production télé que je ne connais pas du tout. Et très vite, je me retrouve dans un univers qui n'est pas du tout le mien et qui est hyper éloigné de tout ce que je connais. Et le deuxième jour de travail, on me dit « Ok, demain, tu vas sur un tournage ». Donc à l'époque, c'était l'émission Édition spéciale sur Canal+, qui était le midi, présentée par Samuel Etienne. Et on me dit « Tu vas aller sur ce plateau-là ». J'étais là « Ok », j'avais 20 ans, je me disais « Mon Dieu, mais où est-ce que je vais ?» Moi, j'étais vraiment la petite bourgeoise catho, hyper rangée, loin de tout ça. Et je leur dis ok, mais je dois retrouver quelqu'un, je suis stagiaire. Ils me disent oui, oui, tu verras, tu vas retrouver une collègue, elle s'appelle Aurore, elle a les cheveux blonds courts, voilà, tu verras, tu la retrouveras là-bas. Je me dis ok. Et le lendemain, je prends le métro à Paris et je me dis là, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, qu'est-ce que c'est que ce nouveau métier et qui est cette Aurore. Et en fait, on était dans la ligne, j'étais dans la ligne 9 qui est bondée le matin. Et j'allais à Boulogne sur ce tournage-là. Et en fait, petit à petit, le métro se vidait. Et je remarque très rapidement une fille avec des cheveux très courts, blonds peroxydés, décolorés, avec une doudoune, le casque sur les oreilles et l'air vraiment l'air dur, quoi. Et très, très renfermée sur elle-même. Et je sais pas, instinctivement, alors que la rame est encore bondée, je sais que c'est avec elle que j'ai rendez-vous. Je la vois, je me dis, ok, je suis sûre que c'est elle, Aurore. Et effectivement, on se retrouve sur le plateau et c'est ma collègue. Et Aurore, pour décrire,
En gros, vous me prenez moi un opposé, elle, c'est tout l'opposé. Voilà, c'est l'extrême. Elle, elle a 8 ans de plus que moi. Elle vient d'un milieu ouvrier. Elle a été abandonnée par ses parents à plusieurs reprises quand elle était petite. Elle a été élevée par ses grands-parents et elle est lesbienne. Elle l'assume complètement, ça n'a jamais été un problème pour qui que ce soit dans son entourage et ni pour elle-même. Et elle fréquente des nanas et elle est très libre dans une personnalité en fait où quand moi je ne suis faite que de filtres, elle n'en a aucun. C'est-à-dire qu'elle pense quelque chose, elle le sort tout de suite sans se demander si ça pourra plaire aux autres. Voilà. Alors que moi, je fais attention à tout, à ma manière de me comporter, à ma manière de parler, etc. Parce que c'est comme ça que j'ai été conditionnée. Et en fait, on s'entend hyper bien. Et moi, j'ai juste l'impression d'être avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que je suis. Et je trouve ça rigolo. Et voilà. Mais en fait, il n'y a pas du tout de coup de foudre, il n'y a pas de... Il n'y a rien sur le moment et Aurore aujourd'hui encore me dit bah non, le premier jour je me souviens que j'ai appelé une pote après que j'ai dit ouais il y a une nouvelle stagiaire qu'il va falloir que je forme, une petite gamine, voilà, mais vraiment quelque chose un moment un peu anodin et juste on s'entend bien, on passe une bonne journée. Et puis les mois passent et en fait on devient finalement tous assez proches dans la boîte. Avec Aurore on est très 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 proche d'un garçon qui s'appelle Silver, qui est gay et en fait tous les trois on est tout le temps ensemble et on devient juste hyper copains. Et on est fusionnels. Et en fait, moi, je découvre une vie avec Aurore que je n'ai absolument jamais eue et jamais envisagée. Et alors, pour plein de gens, ce sera de l'ordre du détail, mais j'ai 20 ans, je me couche jamais après 22h30 parce que j'ai mon stage, je fais très attention, je sors peu, je n'improvise rien, en fait, jamais. Alors que je suis exactement dans l'âge où je peux tout faire, quoi. Et Aurore, c'est elle qui va me dire à la sortie du boulot, viens, on va manger ensemble au resto, et viens, on va boire un coup, et viens, on sort en boîte, et viens, on va marcher dans Paris à 4h du matin, et on s'en fout, et on verra demain si on arrive à se lever pour aller bosser, c'est pas grave, quoi, vis l'instant. Et en fait, elle me ramène d'un coup dans l'instant T, et elle rend ma vie hyper vibrante, quoi, et vivante. Là où en fait, ça s'était un petit peu éteint, ça s'était complètement éteint depuis des années, quoi. Et je trouvais ça... En fait, j'étais dans une sorte de confort et je réalisais pas qu'en fait, j'étais en train de passer complètement à côté de ma vie. Et donc, on est tout le temps ensemble et en fait, ça devient assez vite même problématique d'être séparés. C'est une relation qui est très, très étrange et j'ai du mal, moi, je mets pas de mots dessus à ce moment-là. J'ai qu'une envie, c'est qu'elle m'appelle, j'ai qu'une envie. Enfin, à chaque fois que je reçois un SMS et que je vois que c'est elle, genre, je tressaille, je commence à m'habiller un peu différemment aussi. Jusque-là, j'avais un style encore très lycéenne, un peu gamine. D'un coup, je sais pas, j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de me sentir sexy, en fait, j'ai envie de lui plaire. Et je pense qu'au départ, c'est plus de l'ordre du jeu, où je me dis... en fait, un peu le côté la petite bourgeoise émoustillée, tiens, il y a une lesbienne à côté de moi, on va voir ce que ça donne. Je ne veux absolument pas qu'il se passe quoi que ce soit, juste je joue en fait. Et en fait, les mois passent. Et bon, je passe des détails, mais en gros, on se met ensemble. On se met ensemble, mais en fait, on vit une relation cachée. Une relation cachée qui a duré pendant 1 an. Donc en fait, moi qui suis complètement opposée à l'infidélité et qui n'ai vraiment aucune tolérance là-dessus et qui suis hyper heureuse dans ma vie de couple avec mon petit ami que je vois 1 jour sur 2 et avec qui je pars en vacances, et bien là d'un coup j'ai une vie parallèle complètement cachée avec une femme. Et nos meilleurs amis, mais même Silver qui est notre meilleur pote, n'est pas au courant. Personne ne le sait. Et c'est comme si c'était tellement de l'ordre de l'intime que je me dis que ça ne concerne personne. En fait, même mes meilleurs potes, mes meilleures copines depuis l'enfance ne le savent pas alors que je leur dis tout. Ça, pour moi, j'ai pas l'impression de leur cacher quelque chose, je n'ai pas à leur dire. Et mon petit ami à l'époque, évidemment, n'en sait rien et je continue ma vie avec lui. Mais à côté, tous les jours où on n'est pas ensemble, en fait, chaque minute que je ne passe pas avec lui, je la passe avec Aurore, quoi. Et on a une relation toutes les deux où, en fait, déjà pendant des mois, on dormait toutes les deux, mais on ne s'embrassait pas, on se regardait juste et on parlait. Et je découvre une forme d'amour que je ne connaissais pas. Et en fait, en janvier 2010, Silver, lui, il est malade, il est bipolaire, il a des gros problèmes avec l'alcool, etc. Il est dépressif. Et après de multiples alertes, fin janvier 2010, en fait, on apprend un matin avec Aurore qu'il s'est suicidé. Et ça a été un électrochoc. Ça a été un arrêt dans ma vie.
C'est-à-dire que là, ça fait 2 ans que je le connais, 2 ans que je suis tout le temps fourrée avec lui, avec Aurore, et qu'on fait les 400 coups ensemble, et je sais pas, on passe des soirées, des nuits ensemble, on s'éclate. C'est devenu un de mes meilleurs amis, et en fait, d'un coup, la vie s'arrête. C'est son choix. J'ai pas d'autre solution que de l'accepter avec Aurore. Mais ça a été un tournant dans mon histoire, cet événement-là. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à ce moment-là, j'ai 20 ans et que j'ai l'impression qu'en fait, la vie m'appartient et que tout est beau, tout est rose. Et tout m'a été hyper simple en fait depuis l'enfance parce que je réalise que je suis privilégiée. Donc j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours ce que je voulais. J'ai envie de faire ça ou ça, je peux le faire. Donc d'un coup, je me rends compte que oui, t'as beau faire la maline, mais en fait la vie elle peut s'arrêter, n'importe quand. Un accident ou la décision de la personne, mais ça peut s'arrêter. Et l'autre élément fort, c'est qu'en fait Silver à ce moment-là, il est en couple avec un garçon. Il est en couple avec un mec depuis quelques mois et avec qui ça se passait très bien. Mais en fait, ce mec-là, lui, n'est pas out. Il n'a jamais dit à personne qu'il était gay. Et quand Silver décède, nous, on se tourne vers son petit ami qui, en fait, nous fait comprendre très vite que personne dans son entourage ne sait qu'il est gay. Et donc, en fait, lui, il vient de perdre quand même son mec. Donc, c'est encore un autre niveau dont ils étaient amoureux tous les deux. Il vient de le perdre, il peut en parler à personne. Et il est obligé de vivre ce deuil seul. Donc il se coupe de nous aussi, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais dans ma tête, vraiment, ça a été un électrochoc. Je me suis dit, waouh, en fait, là, je vis depuis 1 an une histoire cachée où je risque de faire du mal à beaucoup de gens. Parce que pendant 1 an, pas une seule fois Aurore ne m'a demandé de quitter mon petit ami, pas une seule fois ne me l'a même sous-entendu. Elle n'a rien fait, elle a été extrêmement forte et patiente. Et moi, le temps passait en fait, et puis je sais pas, j'étais rentrée dans un truc où c'était simple, c'était facile, et ça me convenait comme ça, et je mettais pas de mots sur ma relation avec Aurore, alors qu'en fait j'étais juste amoureuse quoi. Et je me suis dit, si demain je meurs, si demain Aurore meurt, si demain il se passe quelque chose de dramatique comme ça, mais en fait je veux pas mourir dans le mensonge quoi. J'aurais foutu ma vie en l'air, et l'image qu'on aura de moi sera jamais la bonne en fait. Les gens se diront, ah bah oui, Marie-Clémence, elle était avec ce petit ami, c'était très amoureuse. Mais non, mais en fait, non, la Marie-Clémence que vous voyez là, qui se présente à vous dans toutes ces mondanités, c'est pas elle, quoi, c'est pas la bonne personne. Vous vous trompez, Marie-Clémence, en fait, elle est dingue, elle est folle d'Aurore. Marie-Clémence, à 4h du matin, quand Aurore me faisait un message en me disant, viens, on se retrouve, je me rhabillais à 4h du mat et j'allais la retrouver au pied de la Tour Eiffel et on marchait toutes les deux pendant 2 heures en pleine nuit. Ça, c'était moi, en fait. Et je menais une double vie. Et je me suis dit, il faut que ça s'arrête, quoi. Il va falloir faire un choix. Et en fait, ça a été, j'en ai même pas parlé avec Aurore, mais 10 jours après le décès de Silver, ce qui est très fort aussi, c'est que dès l'instant où Silver est mort, je me suis dit, je ne pouvais plus quitter Aurore. C'est-à-dire que je n'avais même pas envie d'aller être consolée d'être consolée de cette douleur, de ce deuil auprès de mon petit ami. Enfin, c'était fini, quoi. Et je l'ai appelé. Je l'ai appelé et je l'ai quitté. On s'est séparés d'un commun accord. Je suis très loin de lui avoir brisé le cœur et je pense que je lui ai rendu service aussi. C'est juste qu'il y a des hommes qui attendent que ce soit les femmes qui prennent les décisions. Voilà, donc en gros, je pense qu'il attendait peut-être un peu aussi que ça vienne de moi. Et voilà, et on s'est séparés au bout de 5 ans de relation, avec beaucoup de respect et d'amour, je crois. Je lui ai jamais parlé d'Aurore parce que, encore une fois, j'avais l'impression qu'il ne s'agissait pas de ça, en fait. Juste, notre histoire à tous les deux était terminée, peu importe que j'ai rencontré quelqu'un, peu importe le reste. J'avais pas envie de parler de tout ça à ce moment-là. Et donc là, je démarre une vie, je deviens officiellement en couple avec une femme. Et avec Aurore, on l'annonce à nos amis, ou nos amis communs, la plupart nous disent merci de nous le dire enfin, on s'en doutait, ça fait 1 an, je veux dire, ça transpirait l'amour. Enfin voilà, les gens s'en doutaient quand même globalement. Je l'annonce à mes potes à moi, mes potes d'enfance, qui tombent des nues, me disent mais c'est quoi cette histoire? Non mais Marie-Clémence, mais t'es bien la dernière de notre groupe, on aurait pu imaginer un moment que tu te dévies comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça les amuse, j'ai pas de réaction négative, ça fait rire tout le monde est heureux, je pense qu'il y en a plein qui se disent que c'est sûrement qu'une passade, mais c'est pas grave, voilà, j'ai pas de mauvaise réaction. Mais ce que je redoute, c'est l'annonce à mes parents, et ce qui est finalement le premier grand coming out que j'ai dû faire. Ce qui est compliqué pour moi à ce moment-là, c'est qu'en fait, je ne me reconnais pas dans le terme de lesbienne. Je ne me reconnais pas en tant qu'homosexuelle. En fait, juste, je suis tombée amoureuse d'une femme. Enfin, je suis tombée amoureuse de quelqu'un et en l'occurrence, c'est une femme. Et pour moi, c'est un détail.
Pourquoi tu te reconnais pas en tant que lesbienne? Qu'est-ce qu'il a ce mot pour toi qui... Le mot lesbienne, à l'époque, et encore aujourd'hui malheureusement, il est très associé à quelque chose de vulgaire. Pendant très longtemps, le mot lesbienne, et encore aujourd'hui, hein, si on tape lesbienne sur Google, pendant longtemps, on tombait sur du porno adressé aux hommes. L'image, elle est catastrophique. Et donc, en fait, j'ai aussi l'impression de devoir... j'ai pas envie de rentrer dans une case dans laquelle je pourrais plus sortir après. Je ne sais pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, même moi, dans ma tête, je me dis pas, je suis amoureuse d'une femme, ça veut dire que je suis lesbienne, comme plein d'autres peuvent s'interroger et se dire, qu'est-ce que je préfère, est-ce que je suis pas bisexuelle, etc. Moi, ce ne sont pas des questions que je me pose. Donc, j'ai pas envie de faire un coming out lesbien à ce moment-là, parce que c'est ce qu'on va attendre de moi, en fait. Juste, je me dis, en fait, vous savez quoi, j'ai une nouvelle à vous annoncer, je suis amoureuse d'une femme. Voilà. Et donc, je me dis, voilà, il va falloir l'annoncer à mes parents. Je sais que mes parents, jamais ils vont me mettre à la porte. C'est pas dans la mentalité de la famille, on n'est pas personne de violent, etc. Je sais que comme d'autres peuvent le vivre, je sais que jamais je vais avoir à vivre la violence verbale ou physique de ma famille. On est trop gentil, trop poli pour tout ça. Mais je sais qu'il va y avoir une bascule. Et en fait, moi, j'ai très envie de leur en parler parce que je leur partage tout. Et déjà, j'ai dû leur annoncer que je n'étais plus avec mon petit ami. Ça les a rendus un peu tristes. Voilà, à aucun moment, je me dis je vais leur cacher. Donc très vite, au bout de quelques mois après notre début de relation officielle avec Aurore, je me dis je vais l'annoncer à mes parents. Et vraiment, je me souviens de ce dîner chez eux où, dans ma tête, voilà, on peut imaginer la scène, hein, je compte jusqu'à 10 et je me dis à 10, tu le dis. 1, 2, puis tu comptes et en fait, non, il se passe rien parce que tu sais pas comment annoncer ça. Et puis, surtout à ce moment-là, je sais qu'il va y avoir une bascule et que ce sera irréversible. Que même si demain je me remets avec un mec, c'est pas grave, peu importe, en fait, la relation que j'ai avec eux, elle va changer à ce moment-là. Et qu'est-ce qui te fait pressentir ça? Je sais qu'en fait, je vais les décevoir, que ce qu'ils attendent de moi ne se passera pas, que le regard que eux me portent va changer. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais que ce sera irréversible. Et personne n'a envie de... Enfin, c'est un saut dans le vide, quoi. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si en une soirée de discussion, ce sera réglé et puis c'est bon, ou est-ce que demain, je vais devoir couper les ponts avec ma famille parce que je vais avoir des propos difficiles. Je ne sais pas. Et c'est ce saut dans le vide, c'est cet inconnu qui est hyper flippant, en fait. Enfin, voilà, je pense que plein de gens qui l'ont vécu, quoi. Ce soir-là, je n'arrive pas à le dire à table, mais je sens que c'est le soir, que c'est aujourd'hui que ça va se passer. Et on sort de table, et en fait, je suis dehors dans le jardin avec mon père, on est en train de fumer tous les deux. Et en fait, je sais pas, je ne réfléchis pas, mais les mots sortent de ma bouche. Voilà, je me dis pas, allez, vas-y, dis-le, juste ça sort. Et je lui dis, tu sais, cette fille Aurore, là, dont j'arrête pas de vous parler, parce qu'évidemment, je n'arrête pas de parler de ma super collègue et copine depuis un an. Je lui dis, en fait, il ne s'agit pas juste d'amitié, en fait, on est amoureuses. Et mon père reste silencieux au début. On est vraiment dans la nuit tous les deux avec notre cigarette. Et il respire et puis il me dit, tu sais, il y a ce qu'on veut pour son enfant. On projette des choses, on lui transmet des choses. Il y a ce qu'on espère qu'il va devenir et puis il y a ce que notre enfant est vraiment. Nous, en tant que parents, notre amour, il est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. C'est au sens propre du terme. On t'aime, qui que tu sois, peu importe. Donc, notre amour, là, il ne change pas. Après, oui, c'est pas facile. Oui, là, c'est compliqué. Et pour lui, ce qui est très vite compliqué, c'est le rapport à la famille et à la maternité. Il me dit, mais tu te rends compte que là, ton choix de vie fait que tu vas devoir renoncer à la maternité, alors qu'il sait que, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit que j'allais avoir des enfants, etc., que tu vas pas pouvoir te fonder de famille, tout ça. Sur le coup, je rentre pas dans le débat parce que je me dis, bon, on va faire les choses étape par étape, mais même si ça fait qu'un an que je suis avec Aurore, je n'ai absolument pas l'intention de renoncer à tout ça. Et on parle pas de mariage pour tous, on parle pas de PMA, on parle pas de tout ça encore, on est en 2010. Et je me dis, je ne sais pas comment on va faire, mais on le fera. Voilà. Mais juste, bon, faisons les choses étape par étape, je ne vais pas rentrer dans le débat avec eux, surtout que là, pour le coup, je sais que mes parents, tous ces sujets-là sur la PMA, GPA, etc., c'est encore une autre step et ils ne sont pas prêts à en discuter, quoi. Mais ça me rassure et je pense qu'il a eu la réaction adéquate, en fait, juste de me rassurer de son amour, et je pense que c'est le rôle d'un parent. Et en fait, je suis assez rassurée et je me retourne et je vois que ma mère, en fait, elle est dans l'entrebâillement de la porte et qu'elle a tout écouté.
Et elle n'est pas du tout dans dans la même réaction. Elle est en état de sidération. Elle est en état de choc, elle pleure. Et elle me dit, on en avait discuté avec ton père, on s'est posé la question parce qu'effectivement tu n'arrêtais pas de parler de cette fille, etc. Voilà, et il sentait quelque chose, mais de là à l'entendre et tout, c'est... Et en fait, elle ne veut pas du tout m'écouter. À ce moment-là, elle se ferme complètement. Parce que moi, à ce moment-là, j'arrive avec un discours qui est on ne choisit pas qui on aime, je suis tombée amoureuse d'une femme et c'est un détail, je suis heureuse, je commets pas de crime, je suis pas avec un homme violent, je suis pas tout va bien, enfin je fais pas de mal, juste la personne que j'aime c'est une femme, votre vie elle va pas changer pour autant, la mienne pas tant que ça, juste je vis une belle histoire avec une femme. Et en fait, ces discours qui jusque-là marchaient très bien depuis des mois et que j'avais avec mes amis, etc., là, avec ma mère, ça marche pas du tout. Elle me dit, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu te rends compte? Et je lui dis, mais je ne fais rien, tout va bien. Et elle ne l'entend pas comme ça. Elle me dit, mais ça va être un scandale dans la famille. Elle, ses parents, c'est un autre niveau. Elle vous voit ses propres parents, il n'y a pas de marque de tendresse. Enfin, mes grands-parents sont homophobes et ils l'assument complètement. On est vraiment on est sur une grosse famille catholique très nombreuse et très très conservatrice. Donc elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? En fait, pour elle, c'est un choix. Vu que j'ai été avec un homme avant, c'est pas et que je lui dis en plus, je sais pas si je suis lesbienne, j'en sais rien. Enfin voilà, comme je n'assume pas quelque chose de clair comme ça, elle ne voit absolument pas l'intérêt de tout ça. Elle me dit pour moi, tu fais un choix. Et je lui dis non, je ne choisis pas. Je ne choisis pas. J'ai pas choisi que ce soit une femme. C'est la vie, c'est le hasard quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, vraiment, il y a cette fameuse bascule que je redoutais. Elle a lieu. Elle a lieu avec ma mère parce que on n'a jamais eu une relation fusionnelle. Ma mère n'est pas très démonstrative, mais on a toujours une relation qui était bonne en fait. À ce moment-là, notre relation, elle devient pas violente, mais en fait, elle bascule. Et je sens que son regard sur moi, il change et je sens qu'il ne sera plus jamais le même. Que je la déçois, et surtout qu'elle ne me comprend pas. Voilà. Elle me dit, mais attends, c'est une fille qui a 8 ans de plus que toi, peut-être que c'est de l'amitié, peut-être que tu confonds, que tu l'admires, que c'est un peu comme une grande sœur. Je fais, non, non, je t'assure. Voilà. Ou alors elle me dit, non, mais attends, t'as toujours eu tendance à vivre tes amitiés, etc., de manière trop passionnelle, trop forte. C'est encore une relation que tu as du mal voilà, à identifier. Elle ne comprend pas, en fait, que je suis assez déterminée et que je sais que je suis très bien avec elle et que j'ai envie de rester avec elle, quoi. Et en fait, dans les mois qui suivent, ça a été... c'était horrible. C'était horrible parce que ma mère pleurait en fait. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de voir déjà ses parents pleurer, c'est difficile, mais en plus de savoir qu'on en est la cause, c'est hyper culpabilisant. Et c'est ce que je découvre à ce moment-là. C'est la culpabilité de me dire, ok, là ma famille, ça va exploser, ça va être une bombe, parce qu'il faut encore que mes oncles et tantes l'apprennent, mes cousins, ça va vite se répandre. Quand mes grands-parents vont le savoir, ça va être la catastrophe. Donc ma mère, je sais qu'elle va prendre cher et que tout le monde va lui tomber dessus en lui disant qu'elle a foiré quelque chose. Donc en fait, c'est pas juste moi une décision dans ma vie ou un moment dans ma vie qui me concerne que moi en fait. C'est juste que ça va se répandre et ça va avoir un impact sur tout le monde. Et c'est ce que je découvre en fait avec le coming out. C'est qu'en fait quand on fait un coming out à quelqu'un, on active chez la personne qu'on a en face, on active quelque chose. Ça peut être quelque chose de très positif, hein, genre oh, je me réjouis pour toi parce que voilà, moi dans mon inconscient, dans mes biais cognitifs, j'ai une opinion positive, j'ai été élevée avec une ouverture d'esprit. Ou alors ça va activer de la peur, ça va activer de la colère, ça peut activer plein de choses en fait, du malaise. Et je trouve que sur l'homosexualité, en tout cas dans les familles traditionnelles comme la mienne, homosexualité égale sexualité. Donc en fait, je sais que ma mère, elle s'est imaginé des choses dans sa tête qu'elle ne s'est jamais imaginé pour mes frères et sœurs dans leur vie d'hétéro. Ou moi dans ma vie avant avec mon petit ami. Mais que là, il y a quelque chose qui la dérange, il y a quelque chose de sale, il y a quelque chose en lequel on ne croit pas, on ne donne pas de crédit en fait. Parce que c'est de l'homosexualité quoi. Et donc je suis vraiment confrontée à tout ça. Et donc pendant des mois, dès que je prononce le nom d'Aurore au téléphone, dès que je dis on a fait ça ce week-end, elle se met à pleurer, elle me dit qu'elle dort plus, tout est compliqué, on se met d'un commun accord, toute la famille, il ne faut surtout pas que mes grands-parents le sachent, donc ça devient une sorte d'énorme pièce de théâtre, de boulevard où il faut réussir à cacher Aurore. Et je suis très vite confrontée en fait à une sorte d'homophobie ordinaire que j'accepte en plus au départ parce que je me dis ils ont les pauvres ils viennent vraiment d'un milieu très traditionnel, alors je dois accepter ça et ça, mais
Et donc je sais par exemple au moment des mariages de mes frères et sœurs, Aurore, elle n'a pas été invitée. Parce que même si finalement ils commencent à accepter la situation et qu'Aurore de plus en plus elle est invitée dans les repas de famille avec mes parents, etc. et qu'ils la rencontrent et qu'ils comprennent. Pour moi ça a été un truc hyper important, c'est que très vite je leur ai dit mais je vais arrêter de venir vous voir si je viens sans Aurore en fait. Parce que j'ai envie que vous la rencontriez, parce que finalement je me suis dit le meilleur moyen de leur faire accepter cette situation, c'est peut-être juste de leur faire rencontrer la femme que j'aime, en fait, tout simplement. Sortir un peu de ces grandes théories, théologies qu'on peut avoir sur le sujet. Dans la religion, il faut ça, et j'ai lu que tel philosophe a dit ça. On s'en moque, en fait. Ce qui compte, c'est la personne qu'on a en face de soi. Donc rencontrer Aurore et vous verrez bien, c'est pas eux l'image qu'ils ont dans leur tête, c'est Josiane Balasco dans Gazon maudit, c'est des images hyper caricaturales. Et en fait, j'ai juste envie de leur montrer qu'Aurore, elle est pas comme ça. Puis même si elle était comme ça, c'est pas grave. Juste, c'est une humaine et elle est hyper cool et elle est gentille et vous allez l'aimer, quoi. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vraiment, très vite, ils l'apprécient et elle rentre dans la famille. Mais dès qu'il y a des événements mondains, familiaux, des mariages, etc., où il faut inviter beaucoup de monde, là, d'un coup, elle disparaît. Et donc ça a été très, très blessant et j'en ai beaucoup souffert. Et puis après est venue la période des manifs pour tous. Donc qui a été une période très très douloureuse parce qu'en fait quand dans le cercle familial proche ça se passait très bien, ben, d'un coup je me rends compte qu'en fait mes cousins, mes oncles et tantes ou d'autres cousins éloignés, des connaissances, en fait ils vont manifester. Ils vont manifester en rose et bleu, là, ils se font des petits selfies. À l'époque, il y avait quasiment que Facebook, donc tout le monde se mettait des photos sur Facebook avec les enfants et toute la famille en rose et bleu. Et en fait, moi je suis heurtée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quelque chose qui était de l'ordre de l'intime, juste moi je vis une histoire d'amour avec une femme et voilà, d'un coup je me rends compte que c'est pas que de l'ordre de l'intime, c'est aussi politique. Et qu'en fait si je veux pouvoir me marier, avoir des enfants, etc., bah faut pas juste que dans ma tête je me dise j'aurai tout ça puisque je le veux. Non, en fait il va falloir que je me batte pour avoir ces droits-là. Et qu'en fait il y a des gens qui vont s'opposer à tout ça en plus. Et donc que ça va être compliqué, que ça va être douloureux et qu'il va falloir aller marcher moi aussi dans la rue pour revendiquer mes droits. Donc c'était une période compliquée. Mais on l'a traversé. Ça a laissé des dégâts dans la famille et encore aujourd'hui dans ma relation avec certains membres de ma famille, c'est compliqué parce que ça reste là, quoi. Parce qu'ils ont fait des choix, eux, à un moment. Pour le coup, ils ont vraiment fait des choix de vie. Mais avec Aurore, on a pu se marier. On s'est mariés en 2015, donc il y a 8 ans. On s'est mariés et on a eu 2 petites filles par PMA en Espagne. Donc c'est moi qui ai porté nos 2 filles avec un donneur anonyme en Espagne. Donc on a 2 filles qui s'appellent Charlie et Billy. Charlie qui a 5 ans et Billy qui a 2 ans. Et voilà, et en fait aujourd'hui on est une famille homoparentale, mais une famille finalement assez ordinaire, avec de la joie, des cris, des pleurs, de la fatigue, voilà, une famille hyper classique. Et je pense que les seuls moments où en fait la société nous rappelle qu'on n'est pas tout à fait dans les cases, c'est dans plein de petits moments de la vie quotidienne, de formulaires administratifs, où le monde dans lequel on vit n'est pas encore inclusif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est ça que je veux faire, c'est essayer de changer les choses et de rajouter plein de cases dans les formulaires pour montrer, pour que mes filles puissent montrer qui est leur famille sans avoir à rayer la mention père sur un formulaire. Et, euh, et voilà. Et donc aujourd'hui, ma relation avec mes parents, elle est bonne. Elle est bonne parce que les enfants sont arrivés aussi. Et bizarrement, alors que la PMA pour eux est quelque chose de complètement surnaturel et contre nature, enfin vraiment, je pense que ça reste un peu ce qu'ils pensent. Bah, en fait, quand un enfant arrive, bon, ben, c'est une évidence que nos filles, elles ont une maman, une mamoune, qu'elles nous aiment toutes les deux de la même manière, que s'il manquait un des 2 parents, ce serait un drame. Euh, mes parents voient qu'en fait, on est une famille comme les autres. Donc finalement, je pense que ça les rassure. Et du coup, notre relation, elle s'est nettement améliorée. Euh, Ma grand-mère, j'ai plus de lien avec elle, ça a été très compliqué. J'ai plus de lien avec elle depuis 1 an et demi parce qu'elle considère que je suis un fardeau et que je suis une honte, etc. Donc c'est la seule personne vraiment avec laquelle j'ai coupé les ponts de manière officielle après mon coming out parce que j'ai entendu beaucoup de choses et qu'à un moment j'ai aussi compris que je ne peux pas accepter sous prétexte que ce sont des personnes qui n'ont pas grandi avec le même bagage et qui
qui ont été éduquées quasiment que à travers la religion, etc. Je ne peux pas tout accepter, je ne peux pas accepter d'être victime sans arrêt d'insultes. Donc j'ai coupé les ponts. Mais sinon, voilà, avec ma famille, ça a évolué. En tout cas, les choses se sont passées. Et voilà, et souvent, encore beaucoup pensent que j'ai fait un choix de vie. On me dit toujours, ah, ton choix de vie. Alors, j'ai pas choisi de tomber amoureuse d'une femme. Par contre, oui, le choix que je fais tous les matins, c'est d'être avec elle et d'être à la bonne place, quoi. Et c'est de m'écouter et de pas m'inventer une vie qui serait très confortable, sûrement, beaucoup moins usante dans certains moments, mais en fait, où je serais pas en vérité avec moi-même, quoi. Et pendant longtemps, j'ai pas voulu mettre de mots sur ce que j'étais. Tout le monde me disait, mais attends, est-ce que t'es lesbienne? Est-ce que t'es bisexuelle? Est-ce que t'es pansexuelle? Et j'étais même allée voir une psy pour lui dire, bon, alors apparemment, il faut vraiment que je mette des mots. Puis elle m'avait dit, non, mais en fait, est-ce que vous avez besoin de savoir ce que vous êtes? Je dis, bah non, moi juste je suis avec Aurore. En fait, tant que je suis avec elle et je nous le souhaite de l'être toute la vie, j'ai pas à me poser cette question. Elle me dit, bon, bah on va pas faire un travail thérapeutique pour répondre aux questions des autres. Donc j'ai arrêté de chercher des réponses. Et plus récemment, par mes engagements sur ces thématiques-là, j'ai créé une asso, j'ai créé une société aussi qui travaille sur l'inclusion des LGBT. J'ai compris quand même l'importance de se positionner parce que mettre des mots, c'est aussi permettre à d'autres d'oser plus facilement en mettre. Et donc aujourd'hui, je pense que je ne sais pas si je suis lesbienne, je ne sais pas si je suis bisexuelle, en fait je crois que je ne sais pas trop, mais le mot lesbienne qui à l'époque me faisait hyper peur et je le trouvais dérangeant, aujourd'hui je l'assume complètement et je me dis bah oui je suis une femme lesbienne. Mais tout en remettant un reminder à tout le monde de dire bah ouais mais en fait si demain on se sépare avec Aurore et que j'ai envie d'aller avec un homme, j'irai avec un homme en fait, enfin que tout est très fluide et très ouvert. Et c'est pas parce que je dis qu'aujourd'hui que je suis lesbienne que demain je peux pas être autre chose. Je suis dans une relation lesbienne, j'ai une vie de femme lesbienne, voilà. Et c'est la seule case dans laquelle j'accepte de rentrer.